rejoignez, Madame, Messieurs, pour ce magazine du dimanche. Bienvenue au sommaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, dans le Nord Kivu. La tension entre le M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo s'est intensifiée. Des violents affrontements se vivent depuis quelques jours. Certaines sources renseignent l'occupation de Rutshuru, centre et Kiwanja par le M23, soutenu par le Rwanda. Kinshasa prend la mesure de la situation. En réponse, plusieurs décisions sont arrêtées, dont l'expulsion de Vincent Karega, ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo. Comment Kinshasa affronte cette situation sur le front diplomatique et militaire? Élément de réponse dans le premier dossier de magazine du dimanche, à suivre avec Christian Mukendi, invité de ce numéro. Cela augure des bonnes perspectives. Le chiffre est historique, mais le social inquiète toujours. Le budget 2023 présenté par le Premier ministre Samalou Konde accuse un bond spectaculaire de 14,6 milliards de dollars américains, validé par l'Assemblée nationale. Ce budget fixe ses priorités. Il sera essentiellement consacré dans les domaines de la défense, sécurité, éducation, santé et programmes de développement de 145 territoires. L'on note notamment une baisse sensible de train de vie des institutions telles que la présidente de l'Assemblée nationale. La société civile, pour sa part, insiste sur la nécessité des efforts et la clarté dans l'exécution de ce budget. C'est le deuxième dossier du MAG du dimanche. À Kinshasa, chaque tombée des pluies fait frémir, poussée par un manque d'urbanisation criante dans la ville. La saison pluvieuse arrive avec son lot des dégâts, des routes endommagées, des inondations dans plusieurs communes et tristement des pertes en vies humaines. Si l'urbanisation dans la capitale congolaise est pointée du doigt, l'assainissement de la ville aussi y est pour beaucoup. Comment Kinshasa non urbanisée peut-elle gérer son assainissement et éviter cette crise infrastructurelle pour qu'après la pluie soit réellement le beau temps? Nous en parlerons dans ce troisième dossier de ce numéro du MAG du dimanche. Madame, Messieurs, encore une fois, merci de nous rejoindre. Je le disais tout à l'heure, nous avons pour invité Monsieur Christian Mukendi Kabemba. Il est secrétaire national adjoint chargé de la propagande au sein de l'AFDC. Il est également communicateur au sein de l'Union Sacrée. Vous êtes prêt à vous livrer à cet exercice avec nous ce dimanche? C'est la raison de ma présence, mais simplement je voulais corriger. Je ne m'appelle pas Christian, c'est Chris Mukendi. Ah, voilà. C'est presque la même chose. C'est Chris Mukendi, merci Chris madame. Mukendi, merci pour cette correction. Madame, Messieurs, place à présent notre premier dossier du jour. Vive tension dans le Nord Kivu, je le disais tout à l'heure, un mouvement spontané de protestation de la population a été constaté ce dimanche à Goma. La population exacerbée par la spirale des affrontements qui se sont intensifiés à quelques kilomètres de la ville de Goma. Les localités de Rutshuru Centre et Kiwanja, témoins des violents combats entre l'armée loyaliste et les forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que le mouvement terroriste du M23, serait-elle entre ou sous occupation de l'ennemi? En urgence, face à cette situation alarmante, Kinshasa a convoqué une réunion du Conseil supérieur et de la défense présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ce samedi. Les autorités congolaises ont décidé d'une sorte de rupture des relations diplomatiques avec le Rwanda en expulsant notamment l'ambassadeur rwandais basé à Kinshasa, Vincent Karega. La calmie n'aura tenu qu'auprès des 2 mois dans la partie est de la RDC. Les affrontements entre les FARDC et le M23 ont repris tôt dans la matinée du vendredi 21 octobre dans les territoires de Rutshuru. Des tirs d'armes lourdes et légères ont été entendus dans la zone de Rangira, groupement des Djomba. Après plusieurs rumeurs annonçant le perte de position stratégique par les FARDC à Rangira, l'armée congolaise a rassuré que toutes les initiatives de l'ennemi ont été déjouées. Elle a même annoncé des captures parmi les M23. Dans l'ensemble, nos hommes se comportent de manière exemplaire sur le terrain et les forces loyalistes continuent à fixer l'ennemi. La situation est sous leur contrôle dans tous les fronts. Les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population de leur détermination de répondre avec vigueur à ces attaques. Comme il fallait s'y attendre, la réplique du Rwanda a été spontanée.
Dans un communiqué, le pays pointé par la RDC comme son agresseur qualifie à son tour l'action militaire des FARDC de provocation. Le gouvernement rwandais accuse la République démocratique du Congo de violations manifestes du processus Nairobi-Luanda. La réponse du loup à la bergère, le gouvernement congolais parle d'un aveu clair et irréfutable du Rwanda qui accepte d'opérer derrière le M23. Depuis que sa création a été annoncée, fin juin au Kenya, à l'issue d'une réunion de la communauté d'Afrique de l'Est, ni le calendrier, ni le cadre opérationnel de son déploiement, ni même le nombre de pays participants n'ont été officialisés. La force régionale censée mettre fin au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo suscite déjà de multiples condamnations dans le pays. La solution militaire est-elle suffisante pour relever les défis sécuritaires dans cette partie de la RDC ? Au Conseil de sécurité tenu jeudi 24 octobre à New York, le membre de cette structure s'accorde sur le respect des engagements pris par les partis dans le cadre des discussions de Luanda ou encore de New York, mais aussi à un dialogue avec de mesures efficaces de renforcement de la confiance. La France appelle tous les groupes armés congolais à participer sans condition au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Et les groupes armés étrangers doivent déposer immédiatement les armes et réintégrer leur pays d'origine. Nous demandons à ce que la violence cesse immédiatement et à ce que le M23 rentre dans ses pénates. Toutes les parties doivent respecter la souveraineté nationale et le principe de l'intégrité territoriale. Nous appelons les pays de la région, avec le soutien de l'envoyé spécial M. Chia, à continuer de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement de la RDC et la MONUSCO. Une position loin de contredire les aveux du secrétaire général des Nations Unies, perçu comme une incapacité lorsqu'il avait reconnu que l'agresseur dispose de l'armement lourd à quoi la MONUSCO ne saurait faire face. Les Nations Unies ne sont pas capables de battre l'M23. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne, avec des équipements lourds qui sont plus perfectionnés que les équipements de la MONUSCO. Même si, à la question de savoir où s'approvisionne le M23, Antonio Guterres a simplement répondu « Ils viennent de quelque part ». La diplomatie prônée jusqu'alors par le pays de Tshisekedi semble donner de premiers fruits. S'il n'y a pas condamnation telle que le pays agresseur ne cesse de revendiquer, il y a des appels à cesser tout soutien au M23. Pour la première fois, les États-Unis d'Amérique ont appelé clairement l'armée rwandaise et les acteurs étatiques à cesser tout soutien au M23. Les attaques de groupes armés, y compris l'IL, la RDC, Codeco, le M23, ont tué plus de 2000 civils cette année. Cette violence est inacceptable. Les États-Unis appellent les groupes armés à cesser leurs assauts contre les populations les plus vulnérables de la RDC. Pendant ce temps, les combats se poursuivent entre le M23 et l'armée congolaise et continuent d'entraîner de mouvements de population et autres violations des droits humains dans les localités telles que Roubaré, Kalengera, Kako, Rangira et Tamungenga dans le territoire de Rutshuru. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA, plus de 23 000 personnes auraient été déplacées fuyant de violences armées. Ce chiffre inclut environ 2500 personnes qui ont traversé en Ouganda. La souveraineté de la RDC est mise à mal par son voisin après certaines évidences dont le rapport des experts du Conseil de sécurité. Le pays continue d'attendre qu'une résolution soit prise par le Conseil sur le respect de la souveraineté de la RDC par le Rwanda. Le chef de l'État avait encore levé la voix du haut de la tribune de la dernière Assemblée générale des Nations Unies pour réclamer ce droit. Simultanément, des échanges se poursuivent allant dans le sens de privilégier le dialogue, un dialogue que la RDC a entamé depuis et s'est engagé à poursuivre. Monsieur Chris Mukendi, nous venons de suivre avec vous ce dossier sur cette agression, une énième agression du Rwanda vers la partie est de la République démocratique du Congo. L'agresseur est identifié. Les relations entre Kigali et Kinshasa sont tendues avec évidemment cette expulsion de l'ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo. Est-ce que le pays est en guerre? Si oui, comment allons-nous affronter évidemment le Rwanda pour en sortir vainqueur?
Effectivement, les pays est en guerre, madame, dans l'hypothèse où nous sommes envahis par un pays étranger. Mais là, il faut d'abord commencer par constater la faiblesse quant à l'application de la Charte des Nations Unies qui stipule qu'aucun pays ne peut aller assiéger un autre pour mettre en mal son intégrité nationale. Mais nous sommes face à une faiblesse qui remonte de faiblesse. plusieurs années. Simplement, nous sommes face à une faiblesse de la communauté internationale tout entière qui a du mal à faire appliquer strictement la Charte des Nations Unies, charte à laquelle la RDC et le Rwanda ont souscrit. Donc aujourd'hui, nous constatons, au-delà de cette faiblesse de la Charte, que le langage de la communauté internationale, vous avez suivi vous-même, lorsque le secrétaire général des Nations Unies parle avec beaucoup de légèreté de cette question, il dit que les armes viennent de quelque part, alors que... Sans citer le Rwanda. Sans citer le Rwanda, alors que les auteurs de notre agression sont identifiés. Mais donc, il y a eu des condamnations dans ce reportage. Mais au-delà des cessez-le-feu. condamnations, ça va se passer comme ça se passe en Ukraine. On va condamner, mais il n'y aura aucun soutien. Vous avez vu comment l'Ukraine est aujourd'hui assiégée par la Russie. Les Nations Unies sont là à faire des déclarations, à multiplier des déclarations. Et la Russie continue même à gagner dans le sens où il y a eu même vote en Ukraine où certains territoires ont voté au référendum pour que leur territoire soit annexé à la Russie. Moi, je crois que nous devons, en tant que Congolais, prendre notre destin en main. C'est-à-dire? Il est clairement établi qu'il y a un complot à l'international contre la RDC et si nous ne les réveillons pas nous-mêmes, nous ne prenons pas notre destin en main, nous allons constater de notre propre yeux que le Congo est en train de partir. Il faut arrêter des stratégies fortes, des mesures draconiennes pour pouvoir mettre fin à cette situation. Ne plus compter sur la communauté internationale. Il ne faut pas compter sur la communauté internationale parce que la communauté internationale a montré sa faiblesse. Il faut aujourd'hui, d'abord, je voudrais ici saluer la décision du gouvernement de rapatrier, d'expulser l'ambassadeur. Une décision qui ne vient pas un peu tardivement parce que ça fait longtemps qu'on pointe du doigt le Rwanda. On a voulu simplement voir la bonne foi de nos voisins. Parce que, vous savez, la politique, c'est gère une tête froide. Il ne faudrait pas aussi prendre des décisions hâtives qui vont mettre en mal les rapports, mais aussi la cohabitation entre les deux peuples dans la mesure où nos amis qui habitent la partie est de la République sont pour la plupart aussi dans des entreprises au niveau du Rwanda. Il ne faudra pas mettre en mal cette cohabitation entre les deux peuples qui sont en tout cas d'un voisinage très rapproché, très proximatif. Donc je dis ici, il faut saluer, mais je dis cette décision devrait être prise en parallèle. C'est bien d'expulser l'ambassadeur rwandais, mais on n'a pas rappelé notre ambassadeur qui est au Rwanda pour constater effectivement la rupture. Ça devait être fait concomitamment. Concomitamment. Je dis en parallèle, dans le sens qu'il fallait que cette décision soit prise dans les deux sens. Je ne sais pas, peut-être que le gouvernement l'a déjà pris ou ils vont rendre publique cette décision, mais je dis on ne peut pas constater la rupture des relations diplomatiques aussi longtemps qu'on expulse simplement l'ambassadeur rwandais, mais d'un autre côté, il faut que le gouvernement montre effectivement que nous avons agi en toute conséquence en rappelant aussi notre ambassadeur qui se trouve du côté du Rwanda. C'est en ce moment-là seulement que nous pouvons effectivement constater qu'il y a une rupture des relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Je salue la première étape qui a été franchie, mais il faut aller à la seconde étape qui est de rappeler notre ambassadeur. Donc, comme je disais, il faut que nous puissions prendre notre destin en main. J'ai des propositions à faire, ce sont des propositions drastiques. J'ai dit il faut appliquer au Parmi Rwanda... lesquelles ? Il faut appliquer au Rwanda la même politique que le Rwanda applique au Congo. C'est-à-dire infiltrer. Justement, aussi longtemps que Kagame sera vivant, la partie est de la République démocratique du Congo ne sera jamais en paix. Aussi longtemps que Kagame sera au trône au Rwanda, il n'y aura pas de paix à la partie est de la République. Mais qu'est-ce qui Donc explique... tout ce que nous sommes en train de faire comme diplomatie, des accords de Nairobi, en Angola, tout ça, ça ne dit rien à Kagame. Kagame est dans une autre démarche. Kagame est dans une démarche où les troupes rebelles sont en train de progresser.
Il n'est pas dans une démarche... Donc vous êtes pour une guerre, vous Je dis, il la reviendra guerre. aux autorités de décider. Je suis en train simplement de constater que je suis en train de parler comme un Congolais qui est fatigué de cette insécurité parce que le Congo doit se développer. Aussi longtemps qu'il y aura la guerre à l'Est, ça bloquera le développement de tout, non seulement de toute la région des Grands Lacs, mais aussi le développement du Congo qui est en réalité une gâchette pour le développement de l'Afrique. Donc moi j'ai dit, aussi longtemps que Kagame sera au pouvoir, le Congo ne sera jamais en paix. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appliquer la même politique que le Rwanda applique en RDC. Ça veut dire qu'il faut infiltrer l'armée rwandaise. Il faut infiltrer les institutions politiques au Rwanda, les institutions administratives. Il faut infiltrer l'immigration du Rwanda, comme les Rwandais ont fait chez nous ici. Nous avons des parlementaires qui sont rwandais dans notre pays, parce que nous leur avons donné la nationalité congolaise. Ils sont dans notre armée. Voilà pourquoi notre armée... tout ce qui est mis en place comme stratégie est dévoilé tout simplement parce qu'au sein de notre armée siègent encore des troupes qui ne sont pas des nationalités congolaises. Vous rejoignez un peu la proposition d'un des politiques qui a fait une sortie médiatique ce matin, qui disait qu'il faut annexer le Rwanda à la République démocratique du Congo. Si nous ne les faisons pas, nous perdrons une partie de notre territoire. Il faut prendre parfois des décisions courageuses, des décisions parfois impopulaires, parce que nous avons montré notre bonne foi. Mais il faut des moyens pour ça. Mais justement, on va en parler tout à l'heure. Il faut des moyens et nous sommes dans une session budgétaire. S'il faut mettre des moyens, s'il faut mettre même la moitié du budget à cet effort, il faudra les faire pour garantir l'intégrité territoriale. Mobutu, Kasavubu, Lumumba, Kabila, ils ont laissé un pays entier à notre régime. Notre responsabilité aujourd'hui, les défis les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, nous qui sommes avec Tshisekedi, c'est de préserver l'intégrité territoriale. N'est pas céder une partie de notre territoire, alors que Kabila, qu'on a étiqueté de toutes sortes de nationalités, n'a pas permis à ce qu'une seule partie de notre territoire puisse partir. On ne permettra pas à ce qu'un Congolais de souche, Félix Tshisekedi, puisse, en tout cas, pendant son règne, laisser partir une partie de notre territoire. Quelle chance vous donnez à l'armée congolaise? Je donne à l'armée congolaise toutes les chances du monde de gagner cette bataille. Notre armée est une armée brave, est une armée de personnes pleines d'abnégation. Avec leur maigre salaire, ils ont accepté de donner leur sang pour les Congos, pour préserver l'intégrité territoriale. Et je pense, à travers le budget qui sera voté, il faut en tout cas donner de plus en plus de moyens à notre armée, parce que ce n'est pas l'Assemblée nationale qui préserve l'intégrité territoriale, ce n'est pas le Sénat, ce n'est pas la présidence, c'est notre armée. Il faudra les mettre dans des conditions qui leur permettent de mieux faire leur travail. Vous venez d'ouvrir la brèche à notre deuxième dossier du jour. Un sérieux pas à encourager et à conforter le budget national est passé de 7 milliards à 14,6 milliards américains. Un record historique, mais pas question pour le gouvernement de dormir sur les lauriers. Dans sa présentation devant les députés nationaux, le Premier ministre Sama Lukonde a fait part de ce budget segmenté dans plusieurs domaines prioritaires de la vie nationale, dont 10% alloués à la défense et sécurité, 18,6% à l'éducation et notamment quelques réductions des allocations. 14,6 milliards de dollars américains de budget national jugé recevable par l'Assemblée nationale ce vendredi 28 octobre 2022. C'est un record historique réalisé par le gouvernement Sama Lukonde. En 2 ans, ces prévisions sont passées de 7 à plus de 14 milliards de dollars américains. Un record qui ne contredit nullement l'affirmation haut et fort du président de la République pour qui il était possible d'avoir un budget dépassant les 10 milliards de dollars américains. Un bond en avant résultant du sérieux imprimé de la gestion et la maîtrise des finances publiques dans la lutte contre le coulage des recettes et la maximisation des recettes au sein des régies financières, a soutenu le Premier ministre devant les députés nationaux. Il a donc été jugé recevable à l'Assemblée nationale après sa présentation par Sama Lukonde. Je voudrais rappeler que le projet de loi de finances pour l'exercice 2023 a pris en compte, à concurrence de la contrainte budgétaire, les principales orientations de la politique budgétaire contenue dans ma lettre d'orientation budgétaire, en s'inscrivant notamment dans la poursuite de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, adossé au plan national stratégique de développement et au programme de développement local des 145 territoires. Le budget national renseigne en termes de recettes
27 milliards 968,8 francs congolais en 2023 contre 20 milliards 483,3 francs congolais en 2022, soit un accroissement de 37,1%. Pour ce qui concerne les dépenses, l'accroissement des crédits alloués aux investissements par rapport à leur niveau de l'exercice 2022 atteignant un taux de 45,8%. L'augmentation de la part des investissements dans le budget général de l'exercice 2023 de 37,8%, la réduction du train de vie des institutions par une régression de 30% du budget de fonctionnement de ces institutions entre 2022 et 2023, avec un effet net de régression de 14,3% des frais de fonctionnement des institutions, l'accroissement significatif par rapport au budget de l'exercice 2022 des parts de crédit allouées au secteur porteur de croissance, notamment l'agriculture, 110,5%, la pêche et l'élevage, 205,7%, ainsi qu'aux secteurs sociaux, dont la santé, 62,1%, la culture, 38%, et l'éducation dans tous ses sous-secteurs, 39,1%. La loi de finances 2022 préconise aussi le renforcement des parts de crédit dans le secteur de la défense et sécurité, 10,4%, pour principalement la mise en œuvre de la loi de programmation militaire en vue de la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que la redynamisation de l'industrie militaire pour leur permettre de faire face aux nombreux foyers de tension, particulièrement dans le nord-est du pays. Le gouvernement entend-il assurer la pacification de tout le territoire national en mettant un accent particulier sur le secteur de la défense et sécurité, notamment dans l'est du pays? En clair, les priorités sont défense et sécurité, éducation, santé, élections, programme de développement à la base de 145 territoires. À l'heure qu'il est dans la situation de notre pays, on devait prévoir un grand pourcentage pour la sécurité et même la police de ce pays. Nous voyons la situation de l'Est. Comment on doit tuer les Congolais sur leur propre sol alors que le Congo est un pays démocratique. Et au lendemain de cette recevabilité, Kinshasa commente. L'éducation, c'est vraiment une base d'un pays. Donc, si on ne tire pas attention à ce secteur d'éducation, vraiment, c'est tout qui sera par terre dans notre pays. C'est le secteur d'éducation qu'on doit mettre d'abord aussi en valeur. L'agriculture, c'est un des secteurs les plus importants dans un pays. Alors, c'est l'agriculture qui fera que nous puissions élever notre pays, nous puissions avoir un développement dans notre pays. Les médecins ne devraient pas aller en grève parce qu'en amont, le budget devait venir de la base. Comme ça, on sait qu'est-ce qu'il faut à un médecin, à un infirmier. L'année sera électorale et l'accent est mis sur le recensement et l'identification de la population. Il y a aussi la maîtrise de la pandémie à Covid-19 ainsi que la prise en compte de la subvention pétrolière pour le maintien d'un prix social à la pompe. Quant au PDL 145 territoires, le Premier ministre l'avait évoqué à l'ouverture de Makutano. Samalou Kondé précisait que chaque territoire a 10 millions de dollars américains, dont plus de la moitié est déjà disponible. C'est 1,6 milliard, 1,660 milliard de dollars. En première phase de ce programme des 145 territoires, c'est à peu près 2102 projets qui doivent être mis en œuvre. 1210 écoles, 768 centres de santé, 145 bâtiments administratifs, et donc une bagatelle de 511 millions de dollars. Et à ce stade, ce financement a déjà été mis en place. Lancé le 30 septembre, la première phase de ce PDL sera achevée dans 6 mois, précision du Premier ministre, qui a rassuré une nouvelle fois de la prise en compte de la main-d'œuvre locale. Pour relever le défi, le chef du gouvernement appelle à l'appropriation de tous. En outre, il y a nécessité pour ce budget d'accélérer l'opérationnalisation du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS-C. Devant les élus du peuple, Samalou Kondé avait appelé à l'unité dans un élan patriotique. Rassurait-il, l'heure n'est pas aujourd'hui au bilan. Ce n'est pas ce qu'attendent nos compatriotes. L'heure du bilan viendra, tout comme celle des élections. Mais aujourd'hui, l'heure demeure à l'action et encore à l'action. Certes, nous avons fait beaucoup, mais il nous reste encore beaucoup à faire.
Monsieur Mukendi, le record est historique, il a été salué par plus d'une personne. Les budgets passent de 7 milliards de dollars américains à 14 milliards, avec une répartition en termes des pourcentages, dont 10% pour la défense et la sécurité. On va dire presque 1 milliard de dollars américains. Est-ce que vous êtes à l'aise avec cette répartition? Il faut d'abord commencer par saluer cet effort d'accroissement de l'enveloppe du budget. Un record, c'est vrai. Mais il faut souligner que ce record a commencé depuis que Tshisekedi a pris le pouvoir. Nous sommes passés de 6 milliards à 10 milliards, de 10 milliards à 14 milliards. Donc c'est le troisième budget de Tshisekedi. Donc depuis l'avènement de Tshisekedi au pouvoir, on n'a pas arrêté de constater la croissance en termes de mobilisation des recettes. Qu'est-ce qui explique en fait voilà, cette croissance? donc qu'est-ce qui explique? D'abord, il faut... Qu'est-ce qui justifie? C'est justifié par l'effet que Tshisekedi, quand il prend le pouvoir, il met à contribution l'IGF. Vous savez, les régimes précédents avaient pratiquement immobilisé l'IGF, qui ne pouvait pas faire le travail de contrôle. Donc, ce qui a fait que nous étions plongés dans une sorte de gabégie financière, des détournements des deniers publics, sans qu'il y ait aucun contrôle. Vous allez vous rappeler aussi qu'il n'y avait aucune impunité, aucun mandataire de l'État, aucun ministre n'a eu à faire la prison. Donc, ce qui a fait que... Mais en dépit de cette disposition que le gouvernement a pris, ou le président de la République, on parle toujours de ces coulages des recettes de l'État. Non, je crois qu'aujourd'hui... L'hémorragie n'a pas été freinée totalement. C'est vrai. Il faut d'abord saluer les efforts qui sont engagés dans le sens d'améliorer les recettes qui sont mobilisées, parce que vous avez dit que c'est un record historique. Quand on dit record historique, ça veut dire que par le passé, on n'a jamais connu cet accroissement en termes de mobilisation des recettes au niveau de nos régies financières. Ça, c'est une prouesse qu'il faut saluer. Mais d'un autre côté, vous avez dit que les coulages ne sont pas finis. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui fait que le coulage se termine aujourd'hui? C'est l'instauration de l'IGF, de 1. De 2, l'instauration de la sanction. Aujourd'hui, nous avons le DG de la SNEL qui est en prison. Mais parfois aussi on reproche à la justice de fonctionner à double vitesse. Justement, on arrête les gens et après ils sortent. On connaît un peu les schémas. Il y a encore du travail à faire de ce côté-là, du côté de la justice. Mais nous sommes d'abord du côté de la mobilisation des recettes. Qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui justifie? La question a été celle-là. Le code minier n'y est pour rien? Justement, les codes miniers aussi, il faut le rappeler, les codes miniers. Mais il faut aller plus loin. Parce que le Congo, je crois qu'on est capable de mobiliser autant de recettes. Aujourd'hui, nous ne paierons pas l'impôt foncier dans ces pays. L'impôt locatif. Il faudrait mettre... Nous n'avons pas la culture fiscale. L'évasion fiscale, Ce qu'il faut faire aussi, c'est que nous devons avoir cette culture fiscale, c'est ce civisme fiscal qui nous permet de pouvoir mobiliser plus que ce que nous avons mobilisé en ce moment. Je crois que le Congo a la capacité annuellement de mobiliser plus de 30 milliards de dollars. C'est possible, mais il faudra qu'il y ait le mécanisme, des mesures d'application qui accompagnent le gouvernement pour que nous puissions effectivement atteindre les budgets qui est à la hauteur de nos défis. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question sur les budgets alloués à la défense et à la sécurité? Êtes-vous satisfait? Je dis... Puisque vous parlez d'un budget qui est un record historique, ça veut dire que aujourd'hui 1 milliard de dollars, c'est aussi historique dans le sens qu'on n'a jamais alloué autant d'argent à notre armée. C'est quelque chose aussi à encourager. Donc j'ai dit, mais au-delà, nous avons des défis énormes avec l'insécurité, des défis avec notre intégrité territoriale. Si le 1 milliard pourront couvrir les dépenses en termes de logistique, de motivation de nos forces armées, je dis très bien. Mais si c'est encore insuffisant, il faudra, parce que moi je ne sais pas estimer en termes de moyens au niveau de notre armée ce qu'il faut effectivement, mais je dis c'est déjà quelque chose, un effort à saluer. Et je pense que, parce qu'il y a un grand fossé entre cette mobilisation des recettes et la réalisation aussi, il faudra aussi, lorsque nous serons en décembre 2023, lorsque nous serons devant les rapports, la loi sur la reddition des comptes, que nous puissions constater effectivement que le 1 milliard qui ont été alloués à l'armée ont été utilisés à 100%. Voilà. Et il y aura un changement?
Mais nous les pensons, nous sommes là pour le changement. Hein. Tshisekedi a été élu pour apporter les changements et la rupture. Je crois que dans ses agirs de tous les jours, il essaye d'imprimer ce souffle-là qui apporte un peu de changement dans les vécus des Congolais tous les jours. Je vais vous lire des chiffres, vous allez réagir juste après. Baisse de 4% des dépenses de la présidence de la République, 16% à l'Assemblée nationale, 30% par rapport aux allocations de l'opposition. La question du budget a littéralement doublé, on l'a dit tout à l'heure, alors qu'il y a une régression de 14,3% des fonctionnements des institutions. Il était alors important de parler de cette réduction des trains de vie de certaines institutions, même si les pourcentages des réductions ne suivent pas encore les réalités. Je suis d'accord pour la réduction des trains de vie, mais je suis surpris d'apprendre qu'il y a aussi une rubrique de l'opposition. Parce que notre opposition n'a jamais révélé au peuple congolais qu'il percevait des allocations du gouvernement. Est-ce qu'il les perçoit réellement? C'est une occasion aujourd'hui pour notre opposition de dire aux Congolais aujourd'hui que pendant les budgets passés ou les budgets actuels, il y a une enveloppe qui est réservée à l'opposition. Voilà, c'est aussi une occasion. Donc si l'opposition qui veut aller dans les camps du peuple dit que nous n'en voulons pas, ça fera encore que nous puissions prendre cet argent qui est alloué à l'opposition pour que nous puissions encore le mettre aux côtés de notre armée. Mais je dis 4% de réduction pour la présidence, je trouve que c'est trop peu, parce que c'est une question qui a fait jaser l'opinion. C'est 4%, mais la volonté y est. Il faut dire que cette volonté qui a été imprimée est à saluer. Nous saluons la volonté qui est imprimée dans ces budgets de pouvoir réduire des 4%, des 16% au niveau de l'Assemblée nationale, mais je dis, c'est... Les 21 000 $ vont certainement... un peu, Je ne justifie pas les 21 000, je ne sais pas combien ils touchent. Hein. En tout cas, ça, je n'ai pas d'idée parce qu'eux-mêmes ne savent pas combien ils touchent, hein, nos amis qui sont à l'Assemblée nationale. Mais j'ai dit 4%, je trouve qu'il faut encore accroître. Hein. Il faut encore aller jusqu'à 30%, même à 10%, 15% de réduction. Ben voilà, ça dépend en fait des défis auxquels nous sommes confrontés. Vous savez, nous sommes en face du défi aussi en rapport avec les projets de développement des 145 territoires. Je crois que ces projets auront besoin de beaucoup d'argent et aussi des questions en rapport avec l'électricité dans le pays, hein, l'adduction d'eau potable dans les pays, des infrastructures routières, sanitaires, des écoles qu'il faut construire. Je crois qu'il faut y mettre beaucoup plus de moyens que dans les institutions politiques. On a toujours reproché à nos institutions politiques d'être budgétivores et de consommer pratiquement les 70% de l'enveloppe du budget, des recettes de l'État. Et je crois qu'il faut inverser la tendance pour, s'il est possible, de pouvoir octroyer les 70% aux actions des développements dans le pays et les institutions pourront consommer 30%, je crois. Il faut serrer la ceinture. Nous sommes pendant la guerre, je suis de l'Union sacrée, mais je dis il faut parfois consentir des sacrifices pour montrer au peuple que nous sommes vraiment. Mais dans ce fonctionnement de l'État, il y a quand même une catégorie des personnes qui a toujours été un peu lésée, ce sont les fonctionnaires. Est-ce que vous pensez que dans ce budget, il faudrait revoir aussi les salaires des fonctionnaires de l'État? Je crois que tous les budgets, lorsque ils sont votés, il y a toujours accroissement. Je ne vois pas un budget qui est voté dans le sens de réduire les salaires des fonctionnaires. Ce sont les mal payés de la République. C'est tout à fait normal. Lorsqu'il y a des réductions du côté de la présidence, de l'Assemblée nationale, du Sénat et des autres institutions, c'est tout à fait logique que cet argent, cette décote qui est retirée de ces institutions puisse servir au niveau social. Je parie que pour les fonctionnaires aussi de l'État, il y a eu accroissement, puisque nous n'avons pas été fouiller les budgets jusqu'à son comble pour pouvoir y ressortir des affectations, mais je crois que les affectations du budget 2023 sont beaucoup plus énormes en rapport avec les allocations des fonctionnaires de l'État. Les élections aussi demeurent une priorité dans ce budget. On va prendre notre dernier dossier du jour. Kinshasa n'en peut plus des pluies, surtout si elles sont intenses ou diluviennes. À chaque tombée, la ville est inondée ou presque. La pluie a davantage révélé les faiblesses de l'urbanisation et d'assainissement dans la capitale congolaise. Des experts du domaine parlent d'une urbanisation sauvage qui, malheureusement, n'est pas actualisée au regard de l'évolution de la ville. À côté de cela, le comportement malsain de la population
qui empire et favorise la situation. Kinshasa, ville déjà trouée, ressemble maintenant à une ville sous-marine après la pluie. Je vous propose de suivre ce dossier signé Steve Mbouy. Une image désastreuse après la pluie qui s'est abattue sur Kinshasa dans l'avant-midi du lundi 24 octobre dernier. Une image sur une centaine d'autres circulant sur les réseaux sociaux et dans lesquelles plusieurs points de la capitale congolaise sont présentés sous les eaux. Du centre-ville au quartier périphérique, les eaux de pluie ont causé d'énormes dégâts. Ici, par exemple, dans la commune de Bandalungwa, cet homme se bat à la nage jusqu'à atteindre un véhicule presque flottant englouti sous les eaux, qui lui servirait de tremplin. Et hop, d'un saut, il rentre à la nage poursuivant son chemin. Boulevard triomphal, la route est inondée. Sur la grande route Kassavubu, devant la grande usine de panification UPAC, impossible de circuler. Certains motocyclistes jouent eux aux intrépides, défiant les eaux. À l'extérieur tout comme à l'intérieur, c'était plein. Situation qui impose aux habitants de Dur-Larbeur d'évacuer les eaux. Des morts, il y en a eu dans la commune de Ngapa par exemple, où un jeune garçon de 15 ans revenant de l'école a piétiné par mégarde un câble de fil électrique. Mon enfant revenait de l'école, arrivé sur l'arrêt Triangle, il a piétiné une flaque d'eau. Il y avait un câble électrique dénudé qui l'a électrocuté et c'est ce qui a provoqué sa mort. Les agents de la SNEL sont venus faire le constat, mais aucune solution n'a été trouvée. Nos reporters ont sillonné quelques quartiers touchés. Ici à Kimwenza, mission dans la commune de Mongafula, le plus frappant est que le danger est permanent. Les habitants restent voués à leur triste sort. Des pluies qui, à chaque tombée, augmentent le niveau d'alerte d'écoulement des habitations. Certains ont perdu une bonne partie de leur logement, d'autres sont sous menace de catastrophe. Une situation qui met les habitants dans le qui-vive permanent. Cet état de choses dans ce coin ne date pas d'aujourd'hui. Plusieurs avouent avoir mené des démarches auprès des autorités compétentes, mais en vain. Situation similaire au quartier La Luanga-Lima Delvo ainsi qu'au quartier Badialingi. Notre emplacement fait en sorte que l'eau des avenues lointaines se déverse ici. Nous avions écrit et envoyé des lettres aux autorités compétentes, mais il n'y a pas eu de suite. Cette érosion date de plusieurs années. Elle a commencé en 2005 et n'est fait que s'étendre jusqu'aujourd'hui. Au quartier Jamaïque, dans la commune de Kintambo, la rivière Makelele est sortie de son lit. C'est presque inévitable dans ce coin à chaque tombée de pluie. Pourtant, cet axe avait été curé en 2020 par le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui s'était personnellement impliqué. La voie curée, le problème à ce jour demeure les déchets et les quelques constructions anarchiques. La pluie du mardi dernier n'a pas épargné des ménages. Un autre aspect offert en spectacle, et pas des moindres, est celui des lacs de bouteilles. Ici à Kintambo, la rivière Mapenza a été recouverte aux couleurs des bouteilles plastiques. Plus flagrant, nos reporters ont trouvé sur place une maison en construction en pleine rivière et qui appartiendrait, au dire des riverains, à une autorité qui, malgré l'interdiction de construction, semble ne pas fléchir. La loi du plus fort semble porter sa voix plus haute que celle de la raison. Le spectacle est le même dans la commune de Bandalungwa. Il s'agit de l'une des images les plus démonstratives de l'ampleur de la catastrophe écologique du pays. De Malampi, dans la commune de Limité, sur la rivière Yolo. Elle est entièrement submergée de plastique. Il y est même impossible carrément d'y apercevoir de l'eau. Une image saisissante et résolument inquiétante à laquelle s'ajoute l'odeur insupportable. Les autorités sur place peinent à mettre un terme à la situation. Salité. Les déchets qu'ils disent évacuer à travers leurs différents projets, Kinbopeto et autres n'ont rien produit de concret jusqu'à ce jour. L'accumulation des eaux de ruissellement suite à des précipitations abondantes en est entre autres la cause. Les capacités de drainage et d'infiltration des différentes zones sont insuffisantes pour évacuer les eaux qui s'accumulent. Ce phénomène s'accroît avec une urbanisation inadéquate sans création d'un réseau d'évacuation suffisant. Une destruction justifiée par le manque de politique à investir dans l'urbanisme, qui laisse donc la ville dans une situation de faiblesse. Une véritable problématique dans la ville qui se veut moderne, comme le pense ici cet expert. La ville de Kinshasa a un nouveau plan d'urbanisme depuis 2015. Parce que lorsque le Belge était parti, on avait des plans qui dataient de très longtemps et qui ne prenaient pas en compte la situation actuelle. Il faudrait actualiser le plan parce que la ville est dynamique. Le plan d'urbanisme devrait suivre aussi ce dynamisme urbain. Alors que tous les yeux sont rivés vers l'État, une grande part de responsabilité revient à la population qui n'en est pas dédouanée. Lorsque on dimensionne le caniveau, cela se fait sur base de paramètres. On s'est dit,
À Kitambo, par exemple, vous ne pouvez pas occuper 50% de votre parcelle. Pourquoi? C'est parce que lorsqu'il le plaît, une quantité d'eau doit s'infiltrer dans votre parcelle. Et une petite quantité va se déverser au niveau de la chaussée, au caniveau. Et on dimensionne le caniveau en fonction de cette eau-là qui doit sortir. Mais aujourd'hui, les gens sont en train d'encombrer leurs parcelles totalement. Regardez là où il y a des caniveaux. Là où il y a dans les anciennes communes laissées par le Belge, il y a des caniveaux. Mais quel est le comportement des Kinois vis-à-vis de ces infrastructures d'assainissement? La situation est dramatique. Interpellé, le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Aménagement du territoire, Alexis Guizarro, a réagi d'autorité. Au lendemain de ce drame, il avait décidé que 48 heures plus tard, les travaux intensifs de curage des caniveaux et rivières de Kinshasa devraient débuter, chose faite. Son collègue de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabilou, se voit ainsi rattrapé par sa décision prise le 2 décembre 2021. Suite à une situation similaire causée par une pluie le 25 et 26 novembre 2021, il avait alors décidé l'interdiction de délivrer des permis de construire sur des terrains à forte pente et le long des rivières. L'événement va-t-il bien instruire? La suite nous en dira plus. Visiblement, M. Mukendi, la pluie n'est plus la bienvenue à Kinshasa. Pendant que d'ailleurs nous tenons ce journal, il pleut dans la ville. Ça veut dire que certaines personnes sont déjà dans l'incertitude par rapport à leur milieu habituel. Les responsabilités, certes, sont partagées entre la population et l'État, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour se prendre réellement en charge face à cette situation, pour ne plus compter des morts et vivre de manière saine dans la capitale? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous l'avez dit, la responsabilité est partagée. Il y a une responsabilité de l'État dans le sens de pouvoir mettre en place un système qui permet qu'après les pluies, les eaux soient très bien canalisées. Mais malheureusement, des dispositions que l'État a à mettre en place, s'il faut parler en termes de caniveaux, de voies d'évacuation des eaux de pluie, dans quel état se trouvent ces caniveaux et des eaux pour canaliser les eaux de pluie? Les images sont choquantes. Ils sont tous bouchés à cause de notre incivisme. Nous utilisons des bouteilles d'eau que nous jetons dans les caniveaux. Nous prenons nos immondices que nous balayons dans nos parcelles, nous mettons dans des caniveaux. Et nous bouchons, et quand il y a la pluie, il n'y a plus de voie d'accès. Normal que nous puissions connaître des érosions. C'est vrai que les inondations, ça se passe partout dans le monde entier. Mais partout ailleurs, les gens ne jettent pas des immondices dans les caniveaux. Donc je crois qu'à un certain niveau, il faut qu'il y ait des sanctions au niveau de l'État. Nous sommes ici, pratiquement ici dans la ville de Kinshasa, parlons de la ville de Kinshasa. Nous avons un gouvernement provincial. Nous avons une assemblée provinciale. Quelle est la politique qui a été mise en place? Justement, quelle est cette politique-là qui a été mise en place pour pouvoir nous éviter ces phénomènes? Mais aussi, quels sont des édits qui ont été votés? Parce qu'il faut voter des édits. Il faut que le Congolais, moi je dis les Congolais, il faut qu'il y ait des sanctions. Par exemple, des lois qui sont assorties des sanctions pour dire si vous jetez un déchet au sol, vous payez une amende de 100 000 francs congolais. Chacun voudra garder ces 100 000 francs congolais parce que la plupart des Congolais n'en ont déjà pas. Je ne vois pas un Congolais qui va violer la loi qui lui impose de payer 100 000 francs congolais, tout simplement parce qu'il aura jeté un déchet au sol. La responsabilité revient plus à l'État. La responsabilité revient plus à l'État. Il faut qu'il prenne ses responsabilités dans le sens de pouvoir instaurer la sanction. Lorsqu'il n'y a pas de sanction, le peuple se comporte comme s'il n'avait pas à sa tête un chef. Donc j'ai dit, nous avons ici dans la ville de Kinshasa un gouverneur, nous avons des bourgmestres. Il faut prendre des mesures qui permettent à ce que la population se conforme à la loi. Que chacun, il y a des gens qui gardent leurs bouteilles dans leur sac jusqu'à ce qu'ils arrivent chez eux à la maison. Mais c'est une question de sensibilisation, d'éducation. Éducation à la maison, très bien, mais aussi l'État a un rôle à jouer pour ceux qui ont raté l'éducation. Parce que tout le monde n'a pas eu la chance d'être éduqué dans une école qui lui dit il faut jeter des déchets dans la poubelle. Tout le monde n'a pas eu cette chance-là. Aussi avec l'exode rural, toutes les mentalités qui viennent des provinces, on n'est pas contre ce qui vient de l'intérieur. Et contraire, je dis paradoxalement, les provinces sont plus propres que Kinshasa. Paradoxalement. Donc ça veut dire que la question n'est pas ceux qui viennent aussi de l'intérieur, mais j'ai dit, nous sommes dans une ville qui est aujourd'hui
surpeuplé, nous sommes tous concentrés dans un seul coin. Et les défis de l'urbanisation, vous pensez que l'État pourra arriver à relever ce grand défi parce que les faits sont là, la ville est non urbanisée. J'ai dit en rapport avec tous les défis que nous avons, vous savez, tout est prioritaire dans ces pays, mais il faut choisir la priorité la plus primordiale. Tout est prioritaire. Aujourd'hui, nous avons une question d'insécurité. Est-ce pour nous, la priorité, c'est la salubrité, ou il faut, lorsqu'on n'a pas de moyens à mettre pour exécuter une politique, il faut instaurer des sanctions. Je crois que la meilleure manière de faire, c'est à moindre frais. Une loi qui impose à chacun de ne pas jeter des saletés dans la rue, c'est à moindre frais, on ne dépense pas. Chacun aura à gérer ses déchets jusqu'à les mettre à des endroits appropriés. En attendant, qu'est-ce que vous diriez à la population, parce que nous sommes pendant la saison des pluies? Je suis un éducateur. Un politique, c'est un éducateur de la masse. Je dirais à la population d'éviter. Parce que les conséquences sont là. Nous sommes les premières victimes de nos propres turpitudes. Lorsque nous bouchons nos caniveaux, lorsque nous y mettons des immondices, en retour, lorsque la pluie arrive, nous sommes les premiers à être malades. Hein, il y a eu des morts aussi. Il y a des flaques d'eau qui créent des moustiques, qui nous ramènent encore la maladie, qui nous tuent. Le taux du palu aujourd'hui au Congo est très élevé, tout simplement parce que nous les cultivons nous-mêmes à travers notre comportement. Donc je crois que nous avons un rôle à jouer, mais l'État aussi a son rôle à jouer dans le sens de mettre en place des mécanismes qui permettent à ce que la population se conforme. Il faut qu'il y ait des lois. Lorsqu'il n'y a pas de loi, ben, nous sommes comme dans une forêt. Ceci renvoie aussi à cette question initiée par Bissot, l'éveil au patriotisme et au civisme. Bissot, évidemment, c'est aussi ce grand mouvement auquel plusieurs devront adhérer pour continuer à sensibiliser davantage la population sur ces questions élémentaires. Monsieur Chris Mukendi, c'était un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux pour commenter avec vous l'actualité qui est brûlante, évidemment, avec la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Vous avez proposé des solutions assez drastiques. Et madame, messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. Merci aussi également à vous d'être passés. Merci.